Bonjour à tous, ici Faunefos. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'attaque des titans et de Platon. Vous allez voir dans le développement, ça va faire sens. Ce format de vidéo diffère un peu des autres parce qu'il me prend beaucoup moins de temps à produire. L'idée c'est de faire des petites vidéos comme ça entre de grosses vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc comme l'épisode n'est pas écrit à l'avance, Fofos sera absent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est pas écrit que ce n'est pas préparé à l'avance. Et normalement, l'épisode devrait quand même être assez intéressant. J'en profite également pour vous informer que cette vidéo est le résultat d'un travail réalisé avec Elena Martin pour le bac de latin 2022. Sur ce, c'est parti, commençons la vidéo. Petit spoiler alerte, la vidéo part du principe que vous avez vu l'attaque des titans. Si vous n'avez pas vu la série ou que vous n'avez pas lu le manga, je vous invite fortement à le faire si vous avez plus de 16 ans parce que c'est un peu hard. Et de revenir juste après. Enfin, juste après. 80 épisodes, je pense pas que vous serez là dans 10 minutes. Il y a 2500 ans, le philosophe athénien Platon écrivit Péripoliteias, aujourd'hui connu sous le nom de La République. Il y développe de nombreuses idées novatrices sur, par exemple, la justice ou la politique et révolutionne la philosophie de son siècle et de ceux à venir. Il y a 13 ans, le mangaka japonais Hajime Isayama publie dans le Besatsu Shonen Magazine le premier chapitre de Shingeki no Kyojin, connu en France sous le nom de L'attaque des titans. Marquant les esprits tant par sa narration et ses nombreux plot twists que par les thèmes graves qu'il traite tels que le fascisme ou la guerre, ce manga sera adapté en animé par Wit Studio puis MAPPA entre 2013 et 2024. Je vais ici vous parler des liens qui unissent, mais aussi qui séparent ces deux œuvres qui n'ont en apparence rien à voir, mais sont en réalité extrêmement liées. Je pense ne rien vous apprendre en vous disant que SNK s'est inspiré de l'histoire. Ça se voit partout, de l'iconographie très 20e siècle de la saison 4, au design global de la ville qui est inspiré de la ville de Nördlingen en Allemagne, jusqu'aux uniformes des brigades spéciales sur lesquels on arbore une licorne, symbole de la royauté depuis le Moyen-Âge. Mais on peut aussi observer de très forts liens avec l'Antiquité. Les murs sont par exemple une allégorie du Tartare. Chez les poètes grecs, le Tartare c'est le secteur de l'enfer où sont enfermés les titans. Et ce Tartare est fermé par 3 lourds murs d'airain. Ça nous rappelle les murs. Autre chose sur la mythologie grecque, qui inspire décidément beaucoup Hajime Isayama, nous avons plusieurs œuvres d'art. En plus de l'idée même de titan, qui vient directement des titans de la mythologie grecque, on a dans la posture d'Eren dans l'un des épisodes, que je vous ai fait sur l'écran actuellement, qui est directement inspiré d'une statue représentant Atlas portant le monde. Hajime Isayama a d'ailleurs lui-même assumé être très inspiré par l'œuvre Saturne dévorant ses enfants de Francisco Goya. On peut également voir un autre rapprochement possible avec l'Antiquité. On va y revenir plus tard à ce point-là, mais on va parler du personnage d'Historia. Historia, c'est le réel nom du personnage de Crystalens, qui s'appelle en réalité Historia Reis. Son nom, Historia, est directement issu du grec Historia, qui signifie enquête, qui lui-même descend de Histor, celui qui sait. Quand on connaît l'importance d'Historia dans la saison 3, on peut comprendre que ce nom n'ait pas été choisi au hasard. On observe aussi vraiment une iconographie à l'antique, notamment dans les œuvres d'art qui ornent le tribunal où Eren est jugé dans la saison 1. On le voit aussi également, cette iconographie antique, dans le passage au début des premiers épisodes où Armin nous raconte comment les titans ont surpassé les hommes. On voit des soldats combattre les titans et ces soldats sont armés de lances grecques. On constate également cette inspiration antique lorsqu'on voit de l'architecture grecque, ou tout du moins de l'architecture hellénisante, qui est employée dans l'un des épisodes de la saison 4 pour représenter l'Empire eldien. Au sujet de l'Empire eldien, on a aussi beaucoup de parallèles à faire avec Rome. On a cette même logique d'un peuple qui est originellement un peuple de bergers,
qui devient très vite un peuple qui domine tout un empire. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu, allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. Et si, repris-je, l'on arrache un prisonnier de sa caverne par la force, et qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences? Après cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour, le soleil et sa lumière lui masquaient. Même s'il ne serait pas pertinent de faire une analyse linéaire de l'œuvre, nous pouvons faire quelques liens entre l'histoire de l'attaque des Titans et l'allégorie de la caverne dont je vous ai parlé plus tôt. On va faire un zoom sur l'histoire de Grisha Jäger spécifiquement. Pour Platon, les gens ne sortent pas de la caverne seuls. Ils ont besoin de l'aide d'un philosophe. Un philosophe qui est sorti de la caverne avant eux et qui les emmène à l'extérieur. Qui les force à sortir de la caverne. Ce philosophe, ça peut être deux personnes. La personne d'Eren, sur qui on va s'attacher plus tard, mais ce philosophe est aussi en partie la personne de Grisha Jäger. Grisha Jäger a grandi à l'extérieur des murs. Et il rejoint les murs, précisément pour permettre aux gens qui vivent prisonniers des murs d'en sortir. En ce point-là, Grisha Jäger est similaire au philosophe de Platon. On peut cependant voir quelques points de divergence dont on va reparler encore plus tard. Pour Platon, le philosophe, une fois qu'il est sorti de la caverne, doit y retourner. Il doit y retourner mais il ne veut pas y retourner. Parce que ce qu'il a vu à l'extérieur est tellement beau, tellement magnifique, une fois qu'il s'y est habitué, que le monde réel devient fade. Par rapport aux idées, la réalité c'est quelque chose de fade et c'est pour ça que le philosophe vit toujours séparé du reste du monde. Le cas de Grisha Jäger, c'est un peu l'inverse. Parce que ce qu'il a vu à l'extérieur, la réalité, même si vous allez le voir plus tard, Mar n'est pas la réalité totale. Dans cet animé, on a vraiment une sorte d'oignon qui va se révéler petit à petit. Mais la réalité à laquelle Grisha Jäger a accès, c'est quelque chose d'horrible. D'une certaine manière, en quittant ce qui pourrait s'apparenter au monde des idées, même si encore une fois la métaphore ne tient pas totalement, et on va retourner dans les détails plus tard. En quittant donc la réalité, Grisha Jäger cherche à rentrer dans le monde réel, et même heureux, il veut y rester. Il y fonde une famille, et il ne veut surtout pas retourner à l'extérieur, ce qui est compréhensible vu ce qu'il y a tant duré. Cependant, il va quand même pousser les autres à sortir à l'extérieur. Cependant, là où chez Platon, le philosophe doit aller retourner dans la caverne pour aller chercher les gens, dans l'attaque des Titans, c'est plutôt le réel qui va dans la caverne. On le voit avec l'attaque du mur Maria. Si le mur Maria n'avait pas été attaqué, d'une certaine manière, on peut supposer que Grisha ne serait pas allé chercher la famille Rice et n'aurait pas déclenché toute cette chaîne d'événements. D'ailleurs, on constatera plus tard même que la décision d'aller voir la famille Rice est une décision qui est dictée par Eren dans l'avenir, un Eren qui a vécu l'arrivée du réel dans la caverne.
On va voir ça plus en détail plus tard. Je pense qu'il est maintenant temps de s'attacher à cet oignon dont je vous ai parlé tout à l'heure.ハンジさん。なんで巨人を前にしてそんなに陽気でいられるんですか？巨人は俺ら人類を絶滅寸前まで追い込んだ天敵で、ハンジさんだってその脅威を数多く体験してるはずなのに。そうだよ。私は巨人に仲間を何度も何度も目の前で殺された。調査兵団に入った当初は憎しみを頼りに巨人と戦ってた。でもそんなある日、私は気づいた。切断した3メートル級の生首を蹴っ飛ばした時だった。軽かったんだ、異常に。巨人の体が。そもそも本来ならあの巨体が2本足で立ち歩くなんてことはできないはずなんだ。どの巨人もそう。切断した腕はその質量にあるべき重量には到底達していなかった。エレンが巨人になった時も何もなかったところから巨人の体が現れたと聞く。私は思うんだ。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。憎しみを糧にして攻勢に出る試みはもう何十年も試された。私は既存の見方と違う視点から巨人を見てみたいんだ。空回りに終わるかもしれないけど、でも私はやる。Comme nous le montre ce schéma que je vous ai préparé, on peut facilement faire un parallèle entre l'attaque des titans donc et l'allégorie de la caverne. En effet, chaque niveau de la caverne est représenté dans l'intrigue. Commençons donc par le plus bas pour monter progressivement. Le premier niveau, c'est celui des images. On peut faire le lien avec les titans parce que c'est ce que le sens commun croit être vrai. Mais c'est faux. Les titans, c'est les opinions qu'il faut dépasser pour sortir de la caverne. Certains personnages ont déjà dépassé ce niveau, comme Angie, qui, comme le montre l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, avait déjà pressenti ça dès la saison 1. D'ailleurs, Angie, c'est peut-être la figure du philosophe la plus claire dans l'anime. Peut-être même plus que Eren, plus que Grisha, parce que contrairement à eux qui ont accédé à la vérité, elle cherche la vérité. Ce qui est le propre du philosophe chez Platon. Au-dessus de ce niveau, on a celui des êtres vivants et des choses. Il peut être mis en relation avec de nombreuses intrigues politiques de la noblesse dans la saison 3. À ce niveau de connaissance, on peut placer Road Race, mais également Historia, qui, même si elle n'a pas conscience au début de la série, connaît beaucoup de secrets. D'ailleurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça se retrouve dans son nom. C'est littéralement celle qui sait. Celle qui a un niveau de vérité supérieur. Quant au soleil, il est la composition réelle des murs. C'est le secret sur lequel est basé tout le pouvoir de la noblesse de Paradis. Et qui, si on perce ce secret, on comprend tout de suite qu'il implique que l'on est encore à l'intérieur de la caverne. Les 3 derniers niveaux ne sont réellement explorés qu'à partir de la saison 4, et les 2 derniers ne sont connus que d'un nombre très limité de personnages. Le niveau des objets mathématiques, c'est le conflit qui oppose Mar et les Eldiens. À partir des derniers épisodes de la saison 3, tous les personnages en sont conscients, car Grisha Yeager a joué le rôle du philosophe. En effet, même s'il ne vient pas lui-même de la caverne, il est descendu pour libérer les prisonniers et les approcher de la vérité. Concernant le niveau des idées, c'est le monde des chemins. C'est là où les objets sont façonnés par l'idée du bien, qui est représentée par Ymir la grande ancêtre, à qui n'ont accès qu'une poignée d'élus, la famille Yeager, Ymir. Justement,
Ymir la grande ancêtre, c'est elle l'idée du bien. Ou plutôt, l'idée du bien c'est un composé de elle et de deux autres entités. Mais ça, je vais y consacrer une vidéo complète je pense, parce que c'est compliqué. Donc même si elle correspond pas vraiment à l'idée qu'on peut se faire du bien, c'est elle. Et justement, c'est ça qui nous amène à la dernière partie de cette vidéo. Premièrement, nous constatons dans l'attaque des titans que les niveaux de la caverne ne sont pas verrouillés, comme chez Platon, par des opinions, mais par une petite caste de personnes qui ne tient absolument pas à voir les prisonniers sortir de la caverne. Ici, c'est l'État qui maintient volontairement les gens dans la caverne, et quelques philosophes qui essaient de les en sortir, comme Grisha Jäger, mais donc malgré les volontés des différents États. Cependant, on a une autre divergence. Pour Platon, le philosophe, une fois sorti de la caverne, doit y revenir pour chercher les autres prisonniers, même s'il n'en a pas envie. Et si Grisha est philosophe, Eren, qui a pourtant atteint un niveau de vérité supérieur à n'importe quel autre personnage, hormis peut-être Ymir, mais elle c'est un cas particulier, ne redescend pas dans la caverne pour chercher les autres. Il reste à l'extérieur et s'oppose directement à tous les principes de la philosophie platonicienne. Platon fait l'éloge de la modération et du contrôle de ses émotions. Eren déclenche un génocide sous le coup de ses émotions. Platon fait l'éloge de la dialectique pour sortir de la caverne, hérité de Socrate. Eren, lui, ne s'exprime presque que par des monologues à partir du moment où il découvre la vérité. Même si, effectivement, le passage qui s'affiche à l'écran actuellement est un contre-exemple. Mais c'est un contre-exemple dans lequel Eren est soumis à ses émotions. Platon veut que le philosophe retourne libérer les autres prisonniers dans la caverne. Eren reste à l'extérieur sans libérer personne, à part ses amis proches. Encore une fois, il est sous le coup des émotions. Chez Platon, n'importe qui avec un esprit entraîné peut atteindre les idées, même si les philosophes ont plus de facilité. Mais ça, il faudrait qu'on rentre dans les détails de la philosophie eugéniste chez Platon, et on n'est pas là pour ça. Dans SNK, seuls les détenteurs du titan originel ou les descendants de la famille royale eldienne peuvent y accéder. On ne devient pas philosophe par sa vie, mais par sa naissance. Autre particularité de cette famille royale, elle peut commander au bien. Le philosophe de Platon ne peut pas façonner le bien à sa volonté. Il reçoit le bien, il le perçoit, mais il ne peut pas le changer. Les familles royales, elles définissent ce qu'est le bien. Et c'est là qu'on touche la principale divergence entre la philosophie de Platon et la philosophie de l'attaque des titans. Chez Platon, le bien c'est quelque chose d'universel, de fixe, d'inamovible, de fondamentalement bon. Dans SNK, l'idée de bien, elle n'est pas fixée. Elle dépend de la volonté d'une famille royale. Et cette idée du bien, elle n'est pas forcément bonne. Il suffit de regarder le roi Fritz Ier. De là à dire que SNK nous présente les concepts de bien et de mal comme subjectifs et dépendant énormément de la volonté des personnes qui détiennent le pouvoir politique, il n'y a qu'un pas. Qu'on peut facilement franchir étant donné que la subjectivité des valeurs et la manipulation des peuples par les régimes totalitaires, c'est un des autres principaux thèmes de la série. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur le plan purement vidéo ou que ce soit sur l'analyse. N'hésitez pas non plus à me proposer en commentaire d'autres sujets à traiter, d'autres séries, d'autres animés. Vous devriez trouver actuellement à l'écran une vidéo qui devrait vous plaire, ainsi que ma dernière vidéo et un gros bouton pour s'abonner. Je vous fais mon générique à l'oral parce que flemme de l'écrire. Passe actuellement la Gnossienne numéro 1 d'Éric Satie. Vous avez également entendu la sonate au clair de lune de Beethoven, dans la partie sur les parallèles avec l'Antiquité. Et tout le reste, c'est des musiques faites par Hiroyuki Sawano dans le cadre de la production de l'Attaque des Titans. Je n'ai pas les droits sur ces musiques. Je n'ai pas non plus les droits sur les images d'animés de l'Attaque des Titans qui appartiennent à MAPPA et à WIT Studio. Les autres images sont toutes issues de Wikipédia ou de Pixabay. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à tous. Ciao, c'était Phonefos.